touché. Dans une autre vie, devenir violoniste et posséder plusieurs Stradivarius. Dans cette même autre vie, jouer et perdre les Stradivarius que l'on possède à la table de blackjack d'un casino, comme l'a fait un violoniste qui, selon Wikipédia, se serait suicidé le lendemain. Donner son nom à un Stradivarius. Habiter dans la seule rue de Paris qui porte le nom d'un roman inachevé d'ailleurs. Dans cette rue, mourir très lentement de vieillesse et de tristesse, être si triste que l'on ne se désole plus de rien. Se donner des ordres à soi-même, comme Léonard de Vinci. Désobéir aux ordres que l'on se donne à soi-même, contrairement à Léonard de Vinci. Imaginez de terminer ses jours dans une datcha perdue et dans ses moindres détails recenser pour soi-même la vie ordonnée, économe, frugale, réglée que l'on y mènerait, ne sortant que pour couper son bois, briser la glace et cueillir des baies. Imaginez chaque soir, très précisément, dans l'espoir de s'endormir, la place que chaque objet y occuperait, ainsi que l'agencement des meubles, la composition des menus et l'emploi de chaque heure. Adopter une conduite discrète, des propos mesurés et rares, des gestes gracieux et délicats, être implacable. Ou apparaître et disparaître, comme les ballerines d'opéra entrent et sortent de scène, avec une immense détermination, visible dans les petits pas précipités et les bras en aile d'avion, pour mieux fendre l'air, couplée à une absence totale de logique ou de motivation présidant à ces incessantes apparitions et disparitions. Faire preuve de sang-froid en toute occasion, ne jamais céder à la colère et à l'impatience, manifester courtoisie, amabilité, retenue. Adopter pour cela des manières et des propos prudents, modestes, suivre le programme de Montaigne. Faire ce que l'on a voulu faire, être ce que l'on a voulu être, donner à son âme la forme qui lui convient davantage, etc. Être exemplaire, être ordinaire. Changer du tout au tout, ne plus être soi-même, devenir ce que l'on rêve d'être. Relire Jeanne Eyre de Charlotte Brontë, écrire un remake de Jeanne Eyre de Charlotte Brontë, ne plus fumer, ne plus boire d'alcool, ne plus manger que des légumes, des pommes et du riz, ne plus accumuler les livres de cuisine, ne plus accumuler les livres de manière générale, acquérir chaque jour ponctualité, ordre et assiduité au travail. Consacrer enfin chaque jour moins de temps à la lecture qu'à l'écriture. Ne plus pleurer en imaginant son propre enterrement et les musiques qu'on pourrait y jouer. Ne plus pleurer en imaginant l'enterrement de ceux qu'on aime. Ne plus pleurer dans la rue ou dans le bus en pensant à son propre enterrement et à l'enterrement de ceux qu'on aime. Ne plus entrer dans les églises uniquement pour y allumer des cierges et se bercer de pitié pour soi-même et de complaisance à l'égard de son malheur. Ne plus être fétichiste, conservateur maniaque de son musée privé. Améliorer son anglais et reprendre l'étude de l'allemand. Ne plus prétendre que l'on sait un peu de grec et ne plus se vanter de ne rien comprendre à Joyce et de ne jamais avoir lu une ligne de Mallarmé. Se mettre au travail sans ambition et sans culpabilité. Écouter de la musique. Non, mais ne pas se dissoudre dans l'écoute de la musique. S'inspirer de tous et de personne. Ne plus s'obliger à faire la conversation avec les chauffeurs de taxi.
abandonner toutes ses manies, se défaire de ses superstitions, ne jamais s'inspirer de Baudelaire, Hercule sans emploi qui étonne tout le monde, faute de s'étonner lui-même. Ne plus trouver de prétexte à sa vanité. Et renoncer au projet d'une vie ressemblant à une biographie, sachant qu'il est trop tard et que cela n'aurait d'ailleurs aucun intérêt. Ne plus se mesurer à chaque personnage dont on lit la biographie, se tenir à son programme, à ses résolutions et à ses désirs. Accomplir chaque jour sa to-do list de la veille et renoncer à l'espoir de n'éprouver ni remords ni regrets. S'habituer et se débrouiller avec soi-même, se délivrer du joug de l'opinion, préférer les erreurs qui sont le fruit de l'impulsion, de l'imprudence, de la candeur, à celles qui naissent de la prudence, de l'astuce, du calcul et de l'intelligence. Ne plus se bercer de l'espoir, en dépit de Proust, que là où la vie en mûre, l'intelligence trouve une issue. Adopter le point de vue de Pasteur et penser commettre un vol si on passe une journée sans travailler. Chercher à savoir, comme Descartes, s'il y a des animaux dans la Lune, quels sont le mécanisme des avalanches et la structure des flocons de neige. Se méfier de ceux qui prétendent ne vous vouloir que du bien. Rechercher l'intelligence du secret plutôt que celle de la clarté, sans très bien comprendre ce que cela signifie. Être guidé dans tout ce que l'on entreprend par la maxime de Bismarck. En politique comme ailleurs, il faut suivre le droit chemin, car on est assuré de n'y rencontrer personne. Comprendre enfin pour soi-même à quoi l'on doit définitivement tordre le cou. Selon Artaud, repousser toutes les idées de soumission. Selon Deleuze, devenir un ermite, une ombre, un voyageur, un locataire de pension meublée. Selon Goethe, accueillir en soi ce qui est le plus opposé à sa nature, s'éloigner de soi-même. Selon Baudelaire, haïr tout domicile. Accepter d'être affecté au point de modifier sa capacité à être affecté. Parvenir à faire le tri entre les désirs naturels et les désirs vains, ne pas toujours imaginer le pire, se délivrer du deuil et oublier son enfance, ne plus répéter chaque matin « je n'aurai pas le temps aujourd'hui et donc je le ferai demain », ne plus haïr les vacances, parvenir à réserver des trains, des avions, cesser de penser que chaque rendez-vous dissimule un piège, un danger, le risque de le manquer ou d'être déçu. Bref, ne plus tolérer ses névroses. Se souvenir à chaque instant, sans crainte du paradoxe, que Nietzsche affirmait la nécessité de l'oubli. Trouver la parade au sentiment insistant d'une perte du réel. Ne pas se contenter de la déception et du récit de déception, ne pas se laver dans la déception, ne pas se contenter de récits déçus, se souvenir qu'il s'agit moins de maintenir le neuf que de renouveler l'ancien, écrire des livres comme on rédige un catalogue, lire le réel comme un texte, préférer les obsessions aux idées. Lire que la roquette d'Orient, plante dite obsidionale, a été introduite à Paris par les Cosaques en 1814. Et se souvenir de la roquette sauvage des jardins romains, si acide qu'elle brûlait le palais
et vous faisait imaginer ce qu'il en était de se nourrir uniquement d'herbes ramassées au bord des chemins. Et lire que les oliviers peints par Renoir, à la fin de sa vie, ont été plantés par les soldats de François Ier, au retour d'une bataille contre Charles Quint. Découvrir sur le site www.cagne-sur-mer.fr/culture/musée-Renoir que ces mêmes oliviers, ayant survécu à 5 siècles de guerre et de catastrophes, ont été déplacés d'une dizaine de mètres pour ménager un espace d'accueil au public lorsque cette maison fut transformée en musée, et qu'ils sont désormais probablement morts de cet exil aussi minuscule qu'inutile, sachant que ce sont parfois les voyages imperceptibles qui s'avèrent les plus périlleux. Parcourir les résumés de livres suggérés par Amazon, exemplaires d'occasion, état acceptable avec suivi de colis, livres qui pourraient être livrés le jour suivant dans le point relais le plus proche, ou une semaine plus tard si livrés à domicile. Se débarrasser de ses mauvaises habitudes, se réformer, se corriger, perdre son temps, avec la détermination et le courage que l'on devrait employer à travailler, en étudiant sur un site spécialisé le calendrier des heures et dates palindromes à venir, voir que le 3 février 2030 est la prochaine date palindrome, se demander immédiatement si on sera encore là pour s'en apercevoir. Puis, dans l'espoir de se ressaisir, comme Saint Cyran l'aurait probablement recommandé, si on l'avait eu comme coach ou confesseur, décider de se rendre à soi-même et à son néant. Et encore mieux, lors des moments de grande pénitence déclenchés par le désœuvrement qui a précédé et l'abattement qui a suivi, se souvenir que la grandeur de l'homme revient à être nécessairement à l'écart de soi-même. Entamer une carrière de pénitent. Rancé, soudain violemment accablé d'une vie trop mondaine, s'enfermant dans la cellule d'un couvent avec la tête coupée de sa maîtresse défunte sous une cloche de verre. Chateaubriand, recevant par pénitence de sa vie trop mondaine l'ordre d'écrire la vie de Rancé, enfermé dans sa cellule de moine avec la tête coupée de sa maîtresse défunte, etc. Pratiquer aussi, tant qu'à faire, l'instant suivant, la joie de vouloir détruire ce qui mutile la vie, ignorer le sens de cette note très ancienne et qui ne semble pas une citation, attachement, virgule, ok, virgule, similitude. Point. Ne plus s'étonner de ce que les bus que l'on croise parlent et prétendent « je roule propre ». Ne pas s'étonner davantage de ce que des chiens, dans ces mêmes rues où circulent des autobus disposés à l'examen de conscience, parlent eux aussi et confessent « je fais où on me dit ». Ne plus flotter dans la mélancolie, le renoncement comme on fait la planche trop longtemps dans une piscine, par lassitude d'une nage sans destination, ne pas se bercer de l'espoir de disparaître à la faveur d'un incendie ou d'un tremblement de terre et de renaître ailleurs, par exemple en Australie, parce que c'est aux antipodes et que n'ayant jamais prononcé le mot devant quiconque, on espère que c'est le seul pays où l'on ne viendra pas vous chercher. S'endormir chaque soir, parce qu'il faut bien y parvenir, et que dès lors, tous les moyens sont bons, en imaginant le plus infime détail du bungalow près de la mer que l'on ne possédera jamais, mais dans lequel on pourrait enfin vieillir et mourir, et passer sa vie dans le jardin anglais de Munich à regarder les jeunes gens surfer sur une seule vague,
ne plus s'enticher de tout garçon ayant une mèche qui lui dissimule une partie du visage, résister encore davantage à ces zéphyrs de poche qui, les joues gonflées, relèvent la dite mèche par un léger sifflement ascendant, celle-ci agissant alors comme un rideau mollement agité par la brise dont les oscillations, aussi régulières et douces que la respiration d'un bébé, cachent et dévoilent le paysage, suscitant avec autant d'intensité l'envie de sortir que de rester enfermé. Forte, da, on, off, avec toi, mais sans toi, donner ce que l'on n'a pas à qui n'en veut pas, etc. Ne pas prétendre, par la même occasion, que tout garçon doté du fameux regard à la Diana, la prunelle levée vers ses propres cils, le menton légèrement baissé, par crainte d'une observation trop frontale du monde, pour éviter la gifle qui plane, le signal avant-coureur d'une fuite imminente, qui offre de tomber sous le charme d'un portrait flamand vissé sur le corps d'un surfeur californien, et autoriserait donc de céder à un engouement faussement anobli par un penchant esthétique, et dire que ce n'était pas mon genre, etc. Ne pas se bercer de l'espoir que l'on devient meilleur avec le temps. Se souvenir que le sentiment dépressif, ce que Dante nommait la grande tristesse, ne naît pas d'une circonstance particulière, mais de l'existence elle-même, et qu'il convient donc de s'y accoutumer le plus rapidement possible. Mais aussi qu'un auteur remarquait que, lors de la rédaction de l'Enfer, Dante avait moins fait preuve d'imagination que d'un stupéfiant sens de l'observation. Avec le projet et l'espoir d'aller mieux, recopier cette note pour finalement n'y trouver aucun répit, il peut s'avérer bénéfique, au plan de l'économie psychique, de faire appel aux vertus des activités dites sublimatoires pour pallier les pertes objectales ou narcissiques et recueillir le parfum de la nostalgie qui est dans leur sillage. Juger défaitiste, inutile et fausse cette affirmation. Le langage, cela veut dire que je peux parler de cette montre, même si elle n'est pas là. Et je dirais que le langage, c'est même l'absence de cette montre. Vivre dans le langage veut dire vivre dans un monde où les objets sont forcément manquants. Se demander en quoi le langage est l'absence d'une montre. Éprouver constamment du désarroi au point de ne plus le sentir. Désirer se défaire de tout ce qui, dans son âme, est une soumission aux autres. S'efforcer de penser désormais à ceux qui vous entourent comme à des étrangers et en retirer de l'indulgence et de la douceur à leur égard. Ne pas se bercer du souvenir des moments où les âmes et les corps semblaient à l'unisson. Essayer de penser comme le chauffeur de taxi cambodgien. Parler. Omettre les articles et les prépositions et s'en tenir aux verbes. S'autoriser à de très rares occasions quelques substantifs et adjectifs. Faire l'inventaire de ce qui fait défaut. Faire aussi l'inventaire quotidien de ses erreurs et manquements et ne pas se décourager lorsqu'on en retrouve une liste quasi identique des années plus tard en parcourant les anciens carnets. Écoutez très attentivement ce petit garçon qui, assis sur un banc du square, essaie de déterminer dans une grande solitude, tant la question laisse indifférente la femme qui l'accompagne, si nager dans une piscine permet d'affirmer que l'on sait vraiment nager, et si seule la nage en pleine mer autoriserait de l'affirmer. Cessez de considérer que
manger et boire constituent toujours une défaite et que le sommeil est l'aventure sinistre de chaque soir. Ne pas accorder trop d'importance et de temps à la vie domestique. Distinguer les petites solitudes des plus profondes solitudes. Et lister ses défauts pour les combattre. L'impétuosité, le désordre, la paresse, l'orgueil, la futilité et la vanité. Veillez à ne pas aimer ces défauts. Consacrer ses insomnies à développer des politiques et stratégies à la fois prudentes et efficaces, puis se montrer incapable de les mettre en pratique. Affirmer le refus d'être dominé et tout autant le refus de dominer. Ignorer si Stendhal prétendait qu'il faut entrer dans l'existence par un deuil ou par un duel, puisque le mot recopié est illisible, que la source est perdue, et devinant que les deux sont possibles, si ce n'est comparable. Donner raison à Renoir à chaque fois que l'on se sert d'Internet, qui prétendait que le pire de notre époque serait la conséquence de l'invention du tube. Le tube permettant de faire circuler ce qui ne devrait pas circuler. L'eau, le gaz, le pétrole et dorénavant les données. Ne jamais oublier que selon le proverbe libanais, parler c'est vendre, quand écouter c'est acheter. Rejeter les vitupérations sentimentales, ne s'étonner de rien, rien ne m'est plus, too late, nevermore, Lord Anxious, etc. Et se souvenir du bain, pris dans une piscine d'hôtel sur un toit de Florence parce que la lumière était parfaite, parce que la température de l'air et de l'eau était parfaite, le moment si parfait qu'il était infiniment présent, bien que déjà un souvenir, qu'on le savait non reproductible, et donc aussi désespérément triste. Ignorer pourquoi certaines images et scènes sont inscrites à jamais dans la mémoire, quand la majeure partie de l'existence s'engloutit dans l'oubli. Contempler cette bande de jeunes filles qui volent comme des moineaux autour d'un container, débordant de vêtements usagés. N'espérer rien de bon venant de Dieu, savoir qu'il est mercredi, parce que le bruit de l'aspirateur du voisin se conjugue à celui plus mélodieux de la chute du container de verre sur l'avenue. Deviner que l'heure du déjeuner approche, parce que le bruit des couverts et des assiettes déposées par les serveurs chargés de dresser les tables sous les fenêtres monte en puissance, comme le son des instruments de l'orchestre qui s'accordent derrière le rideau, signale que le concert va commencer. Adapter régulièrement ses lunettes à sa vue déclinante et s'habituer au verre progressif. Faire le décompte amer de ses chutes et blessures. Payer chaque mois son loyer, en retirer un sentiment de satisfaction, de devoir accompli et de sécurité provisoire. Quitter les maisons et les êtres sans chagrin et sans regret. Ne pas penser à chaque fois que l'on part, je ne reviendrai pas, comme c'est désolant. Enfin, aimer partir et donc ne plus craindre de revenir. Être conscient que lors des grandes solitudes, l'avantage est de ne souffrir par personne. Ne pas s'attarder sur les annonces immobilières de son quartier et perdre des heures à se demander où et avec qui l'on aimerait et pourrait enfin habiter. Ne plus chercher ni à plaire ni à déplaire. Ne pas craindre, comme saint Jérôme le craignait, de se réveiller les épaules couvertes d'échymose parce que les anges de Dieu le fouetteraient durant son sommeil pour le punir de préférer la lecture de Cicéron à celle de la Bible. Notamment, mais pas seulement, faute de lire chaque jour Cicéron et la Bible. Mais être d'accord avec ce cinéaste, on fait des films ou on écrit des livres parce que l'on ne trouve personne à qui parler.
ce qui revient à considérer que chaque conversation est une page mort-née. Ne pas devenir aussi neurasthénique que Buzz l'éclair quand il comprend qu'il pourrait être remplacé par un jouet plus performant. Ne pas jouer au paria orphelin et stérile. Imaginer le monde du point de vue des marchandises. Ne plus se poser de questions futiles. Les émotions de l'ordinateur, HAL, sont-elles sincères? Pourquoi plusieurs femmes dans le palmarès des 100 plus grandes bassistes du XXe siècle, mais aucune dans la liste des plus grandes guitaristes? Pourquoi les Québécois ayant un accent très prononcé quand ils parlent n'en ont aucun quand ils chantent? Ne pas se demander si les affects que l'on éprouve ont été encodés par la matrice. Apprendre que l'audition est profondément individuelle puisque dépendante de la position physique du sujet par rapport au signal sonore et puisque le cerveau calcule plus qu'il n'entend. Apprendre aussi que l'externalisation du processus de digestion par la cuisson des aliments ayant pour résultat de gélatiniser l'amidon et de dénaturer les protéines a rendu possible le sevrage des très jeunes enfants et l'alimentation des vieilles personnes dépourvues de dents. Rejouer en boucle, comme on regarde une bande-annonce, certains passages de son enfance sans jamais comprendre pourquoi c'est cela qu'on a retenu. Donner raison à la reine d'Angleterre quand elle affirmait « Recollection may vary ». Lire qu'à chaque naissance président 4 divinités, le démon, la fortune, l'amour et la nécessité. Et redouter que seul le démon et la nécessité aient présidé à la sienne. Recopier cette citation, la vie est courte, l'art est long, l'occasion est fugace, l'expérience est trompeuse, le jugement difficile. Réfréner le flux incontrôlable des images extérieures, croire Sade quand il dit « L'homme est sujet à 2 faiblesses qui tiennent à son existence. Partout, il faut qu'il prie, partout, il faut qu'il aime, et voilà la base de tous les romans. » Faire un nouvel inventaire, tenant compte des circonstances actuelles, aussi bien personnelles que collectives, des projets et désirs légitimes, renonciations et détachements nécessaires, malentendus et maladresses ayant entraîné brouilles et vexations, regrets et remords, inutiles, vœux pieux, impasses et projets avortés qu'il est préférable d'oublier. Prendre conscience et tenir compte du fait que toute forme permanente de pouvoir est conservatrice, même quand elle se veut révolutionnaire, parce qu'elle ne peut veiller qu'à la stabilité des conditions lui permettant de continuer à faire des choses selon ses priorités. S'attacher à dégager le flux de vie dans sa plus grande immédiateté. Ne pas ignorer que le monde ne peut plus être l'objet d'une expérience immédiate, mais est devenu le produit d'un long déchiffrement progressif et incertain, les signes réclamant d'autres signes pour être décryptés. Se condamner à être en retard par rapport à ce qui vous arrive. Se souvenir qu'on accède à une chose qu'à travers une autre et que dans le monde des relations indirectes, chaque expérience se reflète dans une autre. Se mouvoir dans un espace rempli de miroirs, dans une réverbération universelle, sachant que le plus puissant miroir est le temps. Refuser la tentation de rendre joli et charmant le moindre acte de la vie quotidienne parce que c'est une perte de temps souvent accompagnée d'une perte d'argent déclenchant une nouvelle perte de temps. Ne jamais se lamenter sur ce pauvre siècle étriqué. Refuser le précepte, se désolidariser du monde.
Ne plus craindre qu'il ne resterait qu'à mourir si l'on parvenait enfin à se débarrasser de tous ses défauts. Renoncer une fois pour toutes à espérer vivre dans les tableaux et les livres. Se défaire des illusions une à une et ne pas en tirer une gloire, sachant que la mélancolie est le prix de ce renoncement et que la mélancolie ôte le plus souvent la force d'agir. Regarder avec terreur la solitude se répandre dans son existence, comme on parcourt le matin dans le journal la carte des ravages de la déforestation ou la progression de la fonte des glaces, plus s'obliger ou plutôt s'essayer à la froideur et à la lucidité. Échafauder lors des insomnies des plans de lutte et de préservation. Un éventail de mesures raisonnables qui seront suivies très partiellement. Politique et plan quinquennal de soi-même. Colbert de son royaume personnel, fondation, plantation, institution, maxime, édit, jugement, décret, règlement. Résister à la fascination des illusions perdues. Ne plus agir avec soi-même, comme cette petite fille assise sur le tapis, soliloque et sadique, jouant avec sa poupée qu'elle tord et détord, habille et déshabille, coiffe et décoiffe. Ne plus fumer. Et ne plus boire. Ritournelle, Hégène, un Hégène, matin et soir et matin. Et selon Eckhart, c'est le propre de la créature de faire quelque chose à partir de quelque chose, mais le propre de Dieu de faire quelque chose à partir de rien. Donc, trouver ce quelque chose pour faire quelque chose et donc, dans la même logique, ne pas se prendre pour Dieu. Reconfigurer ses désirs matériels, ses désirs de matière générale, ne pas espérer un autre monde, mais un monde autre. Et ne pas céder à la tentation de classer immédiatement cette résolution avec grincement de dents et sourire goguenard de rigueur dans la rubrique des vœux pieux. Ne céder ni à la résignation, ni à l'exaltation, ne rien comprendre à la métaphysique, se replier sur les moralistes et assister dans la léthargie flottante provoquée par un séjour trop prolongé sur son ordinateur à l'effondrement de l'ordre symbolique qui autrefois tenait le monde. Imaginer pour soi-même de nouveaux objectifs, trouver la voie qui mène à un oui ou à un non, résister à la fatigue, épuisement, grande lassitude, sortir du feu roulant du désespoir et ne pas retourner le scalpel contre soi, constatant qu'il est émoussé et ne tranche plus rien. Ne pas vouloir que rien d'autrui et que seul ce qui est vous et propre vous affecte. Ne pas pressentir le moins du monde, ce que l'on est, etc., devenir ce que l'on est, etc., déterminer enfin clairement ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Acquérir maîtrise, patience, endurance, fermeté. Ne pas renier les affections éprouvées autrefois, faire bon usage de ces affections. Repousser sans hésitation ce qui crée le malheur. Et ne pas endosser, dans l'espoir qu'elle vous tienne chaud et vous protège de la pluie, les frusques élimés du romantisme. Se saisir des occasions et éviter les obstacles. Ne pas rechercher les prétextes à exercer sa vertu, mais les accepter quand ils se présentent. Exercer des jugements à bon escient. Se souvenir que c'est par la technique que l'on se rend parfois maître du destin. Chercher son âme non musicale pour écrire et vivre, tuer le musicien en soi, selon Kafka. Faire disparaître à jamais la parole. Écrire comme on code un programme.
Lire les pages des livres nonchalamment, comme les très bons skieurs qui dévalent les pistes de débutants, le corps détendu, les bâtons tenus dans une seule main à l'horizontale, pour montrer combien ces aides destinées au commun des mortels leur sont superflues, et dessiner lentement de petits virages purement décoratifs. Se contenter de lire, et parvenir même à lire si rapidement que les mots sont enfin dépourvus de matière sonore ou visuelle. Agir sans détachement et sans cynisme. Prévoir de déterminer à chaque fois que l'on souffre si cette souffrance provient d'une affection véritable ou est le résultat d'une erreur de jugement à laquelle on a trop facilement consenti. Éviter les jugements erronés. Ou plutôt, être capable de déceler chaque jugement erroné et avec sagesse lui refuser son assentiment. Constatez donc que la morale est, pour l'essentiel, affaire d'adaptation prudente et avisée aux circonstances. Résister à la tentation de fumer, à la tentation de cirer les meubles, d'envoyer des messages sentimentaux, de lire des articles sur la famille royale, etc. Ne plus avoir peur de rien. Puisque la peur ne tue pas le danger, qu'il est vain de pleurer sur le lait versé, qu'il vaut mieux faire envie que pitié, que nous aurons bien assez tôt l'éternité pour nous reposer dans notre cercueil et que, d'après certains connaisseurs, même les paranoïaques ont de vrais ennemis. Écrire les choses telles qu'elles se sont vraiment passées. Wie es eigentlich gewesen ou wie es wirklich war. Comment cela s'est passé en fait. Comme cela a été vraiment. Se sentir aussi inutile et futile que la tortue incrustée de pierreries possédée par des esseintes. Tortue chargée dans sa promenade d'animer les motifs d'un tapis persan. Sembler, comme cette même tortue, se mouvoir dans un présent glissant. In einer gleitenden Gegenwart. Se souvenir que Mozart devait, à la cour de Weimar, jouer du violon chaque soir en costume turc pour accompagner les repas, ce qui revient à imaginer Mozart en pianiste de bar. Réfléchir à la devise d'une cocotte célèbre. La fortune ne vient pas en dormant seule. Imaginez les fléaux susceptibles d'aggraver la pauvreté et le sommeil solitaire. La lucidité, le désespoir, la maladie. Jetez les listes de tâches reconduites de semaine en semaine jusqu'à ce que l'on renonce enfin à le recopier parce qu'on les savait dès leurs inscriptions frappées d'obsolescence. Éprouver un sentiment de grande fatigue à la lecture de ces dizaines d'opportunités ratées et menaces d'eschatologie commerciale. Sephora, démarrez l'année en beauté. Air France, c'est confirmé, vous repartez. Amazon French Days, dernier jour pour vous faire plaisir. S'adresser des résolutions pour conjurer les injonctions, trier, classer, ranger, jeter, taire ce qui vous affecte mais n'affecte ni le monde ni les autres. Ne plus confondre une tache d'eau de Javel sur le parquet avec un rayon de lumière qui entrerait dans la pièce. Ne plus penser que la trace d'un rayon de soleil entrant par la fenêtre pourrait être une éclaboussure d'eau de Javel ayant imprimé une trace blanche sur le parquet. Constater, en s'efforçant d'éviter l'amertume, que la jeunesse enfuit, l'été n'est plus la saison du plaisir. Dans la foulée, répétée pour s'auto-immuniser par surenchère nostalgique, les plaisirs de la jeunesse reproduits par la mémoire sont des ruines vues au flambeau. Remarquez lorsqu'on se réveille trop tôt que la procession matinale des camions poubelles et des voiturettes de nettoyage relevant autant de l'esthétique des Playmobil que de celle des chars d'assaut demeure toujours un peu inquiétante, en dépit de sa familiarité. Mettre en doute l'hypothèse émise par Wikipédia
que la convergence chronologique des dernières peintures nuageuses de Turner, des propos pessimistes de Schopenhauer et de l'invention du personnage de Frankenstein serait due à l'éruption du volcan Tambora sur une île indonésienne en 1815 ? Lire que la figuration à partir d'un point de vue unique est récente historiquement et limitée géographiquement, autrement dit à l'Europe et à son fardeau existentiel et à sa gloire passagère. Tenter de découvrir en soi ce que nous n'avons pas l'esprit de démêler ou la sincérité d'avouer. Apprendre par cœur cet exemple de grammaire anglaise pour illustrer l'usage du futur. She will finish her book sometime. She will finish her book sometime. Ressentir du chagrin teinté de dépit pour un affront dont on souffre, mais que l'on a pourtant infligé soi-même des dizaines de fois dans une parfaite indifférence pour la douleur de l'autre. Trouver une consolation chaque jour et s'en tenir à son programme. Consulter la biographie d'un violoniste qui composait des sarabandes, et là, après 2 heures d'errance d'un lien à l'autre, flottant de descriptions de châteaux écossais en indication sur la manière de tenir son archet, plus que jamais constater que chaque chose, en effet, mène à une autre et que nous ne désirons rien d'autre que de pouvoir enfin commencer. All we want is something to start with. Se demander, après avoir vu les 50 épisodes d'une série mettant en scène le quotidien des habitants d'une petite ville de l'Arkansas, la vie de quel personnage? Alors, la cuisinière résiliente du meilleur restaurant de la ville, l'entraîneur idéaliste et sexy de l'équipe de football du collège, un des adolescents du même collège dont la seule obligation scolaire consiste apparemment à ouvrir et fermer son casier. Vivre, on pourrait et voudrait vivre la vie, si le choix était possible, et passer en revue les avantages et les inconvénients de chacune de ces existences. Parvenir enfin à s'endormir avec la pensée consolante qu'aucune ne paraît, après examen détaillé de toutes ses composantes, plus ou moins misérable que la sienne. Évaluer avec le regard froid du chef de bureau que son subalterne ne parviendra jamais à duper, en dépit de ses rondes jambes et de ses protestations de compétences professionnelles. Cet implacable chef de bureau, à qui on ne la fait pas, son propre passé, présent et futur. Répétez chaque jour la phrase d'Antoine Doinel dans Les 400 coups. Ma mère, monsieur, elle est morte. Constatez avec un sourire un peu crispé qu'alors il proférait un mensonge et que désormais on énonce un fait avéré. Prononcer à haute voix la phrase en s'étonnant soi-même et un léger temps de retard parce que la douleur vient toujours en différé et par surprise qu'elle soit celle d'une fracture ou d'un deuil. Se souvenir que l'on ne sera plus jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Se souvenir aussi chaque matin qu'être mort, c'est ne plus faire partie de ceux qui prennent leur petit déjeuner. Ne pas penser que l'on tue à chaque fois que l'on ne s'efface pas soi-même. Épier depuis l'enfance avec inquiétude la tombée du jour. Pressentir que bébé dans son berceau, la rencontre purement fortuite d'absence de mère ou de son substitut, du bruit sinistre d'un grincement de chaise ou d'un volet qui claque, d'une mauvaise odeur de cuisine, d'une sensation de faim ou d'une douleur de dents, en même temps qu'un assombrissement de la lumière, a imprimé une trace douloureuse que rien ne peut guérir en raison même de sa configuration aussi fortuite qu'indélébile. Éprouver chaque matin au retour de la lumière un immense soulagement. Trouver le moyen de mettre un intervalle entre la vie et la mort. Entendre en passant sur l'avenue ce début de l'amour
dans l'abondance de toi. Tu vas où, dis-toi? Tu rentres chez toi, toi? Oui, oui, et toi, tu m'accompagnes? Saluer le plus courtoisement possible, peut-être même un peu trop, l'unique figure mythologique du voisinage, gardienne cumulant alcoolisme, mélancolie et sénilité, consacrant désormais ses journées de l'aube à la tombée de la nuit, sous la pluie et dans le froid, à faire briller les cuivres de l'immeuble. Se tenir à bonne distance, en dépit du soin d'être aimable, au souvenir du chiffon souillé de miroirs reçu en plein visage un jour de colère inexpliquée. Ne pas se vautrer dans la défaite, les humeurs catastrophistes, les causes moribondes, aussi bien ne pas miser sur les Chouans, le comte de Chambord, la duchesse de Berry, les Guises plutôt que les Valois, et en se regardant dans la glace, s'exercer à faire preuve, pied droit en avant, montant relevé, œil dans le vague, silhouette trois quarts profil, de grandeur d'âme et de hauteur de vue. Constatez que les secondes, les minutes, les mois et les années servent aussi bien à mesurer la durée de la cuisson d'un œuf qu'à dater la naissance et la disparition des étoiles ou faire des prévisions sur la disparition de l'univers tout entier. Être conscient que la perception d'un passé, d'un présent et d'un avenir n'a rien de naturel. S'attrister de ce que Lancôme, le BHV et Air France soient les premiers, presque les seuls d'ailleurs, à fêter votre anniversaire. Lire qu'être moderne, c'est faire partie d'un univers où tout ce qui avait solidité est parti en fumée. Observer en entomologiste de soi-même, avec la plus grande attention, quelle est la différence entre fumer et ne pas fumer. Entre jour avec cigarette et jour sans cigarette. Dans l'espoir que, percevant ce qui réunit et ce qui distingue le sans du avec, il sera enfin possible de se débarrasser, sans souffrir, de cette épuisante manie. Mais craindre que la différence et la ressemblance étant à la fois infimes et infinies, oscillant brutalement entre le tout et le rien, il y aura si peu à discerner que la manie persistera. En se souvenir de documentaires regardés à la télévision durant l'enfance, avec la vague idée qu'ils énonçaient simultanément un mensonge et une vérité, quand, par un accéléré des images, ils montraient des fleurs qui s'ouvraient et se fanaient en quelques secondes et vous faisaient redouter dès l'enfance que votre vie suivrait le même chemin. Éprouver une compassion et une tendresse absolue pour une petite fille juchée sur un affreux vélo rose décoré de princesses, de fées, de paillettes que sa mère, irritée par sa lenteur, pousse sans ménagement sur la chaussée, en se saisissant brutalement du col de sa veste comme un gendarme ferait monter un prévenu dans un fourgon. Mais repousser l'agacement ressenti l'instant d'après parce que la petite fille gémit, mêlant dans sa plainte bave, morve, larmes, et lui en vouloir de ne pas avoir su, par une expression plus fière, plus enflammée de son chagrin, prolonger cet amour et cette communauté d'âmes apparue entre elle et vous. Stopper le défilement des images internes pour que le chagrin conserve sa taille de haricot. L'empêcher de se déployer à l'intérieur de soi avant la prolifération et l'invasion définitive. Enrayer la crise dès qu'elle se profile, jeter dans l'urgence des pelletées d'indifférence, avorter sans état d'âme cet embryon de désespoir, refuser de laisser advenir la moindre discorde. Imprimer à la conversation, pour la durée de la course, avec le chauffeur de taxi bavard, taxe urbaine supplémentaire, un déroulement aussi prévisible et convenu que le programme imposé d'une épreuve de patinage artistique. S'appliquer à ne pas trébucher sur les figures les plus acrobatiques et se féliciter, en refermant la portière, d'avoir accompli un sans faute.
se souvenir de ce père de famille américain, éternel étranger parmi les siens, qui, avec la régularité d'un coucou suisse, flattait le flanc du chien de la maison en répétant 2 fois « You're a good boy, that's my boy. You're a good boy, that's my boy. » Grâce à quoi les occupants de la maison savaient alors que 10 minutes venaient de s'écouler, que les œufs étaient cuits, ou qu'il était temps de retirer la pizza du four. Sonner la retraite au plus vite, abandonner le terrain à la première sensation de déception, succession de malentendus, apparition des différends, paix de Tilsit, bataille de Borodino, rencontre au camp du Drap d'Or, rejoindre au plus vite le wagon plombé dans la forêt de Rotonde. Convoquer l'état-major, imaginer un mouvement tournant de la cavalerie, tentative de franchir la Bérésina avant la débâcle, discerner la supplique de l'ordre donné, ignorer le partage des plaisirs et des joies et déplorer de savoir uniquement désormais partager les douleurs et les chagrins, dépérir de spleen en cas de nature lymphatique, se tirer une balle dans la cervelle si on est de nature nerveuse, et envier Balzac qui disait écrire à la lueur de 2 vérités éternelles. Ne pas s'insurger contre la prétendue philosophie de la digestion et du fumier. S'ennuyer au point que l'on étudie très soigneusement les dépliants publicitaires de restaurants de sushi et de cuisine indienne déposés dans les boîtes de lettres. Perdre par désœuvrement plus d'une vingtaine de minutes à songer lesquels on souhaiterait commander. Ne jamais oublier que la question est de savoir comment passer son temps. Avoir à l'esprit que les lignes de démarcation entre passé, présent et avenir se modifient constamment parce que les sujets, pour qui tel événement était passé, présent ou futur, se transforment eux-mêmes ou sont remplacés par d'autres. Observez que la plus ancienne permanence que l'on constate en soi est la manière de déformer ses brosses à dents, quelle que soit la marque, la taille, la qualité des poils. Une déformation si particulière et si constante qu'elle permettrait de déceler votre passage sur une scène de crime aussi bien qu'une trace d'ADN. Mettre en doute ce constat fait que l'on puisse vraiment modifier la surface ou le fond de sa personne. Ce qui reviendrait, pour commencer, à ne plus craindre la tombée de la nuit et n'a plus détester le magret de canard. Les propos les plus traduits de Chateaubriand seraient « mieux vaut régner en enfer que servir au paradis ». Les plus cités dans les jeux vidéo et au cinéma, « long et difficile est le chemin qui de l'enfer conduit à la lumière ». Éprouver le sentiment fugitif lorsqu'on emprunte en voiture l'escarpement de la rue du Sénégal à Belleville, de faire une balade en montagne. En particulier quand à un piéton ayant coupé votre élan, il est indispensable de procéder à un redémarrage en côte qui débute toujours par une reculade. Détester et maudire ceux qui, lorsque vous avouez vos manies superstitieuses, vous répondent « Ah non, moi jamais. Non, il paraît que ça porte malheur. » Vouloir déclarer soudain à tous ses proches, sous l'effet de l'alcool, combien, mais absolument, mais on les aime. Pouvoir dire avec une parfaite sincérité, à moi dans la vie, mais je ne suis pas triste du tout, mais je suis même quelqu'un de très joyeux. Devenir renard ou lion ou même loup selon les circonstances, autrement dit, savoir changer de nature selon Machiavel, ne pas penser et sentir au-dessus de ses forces, ne plus mordre, faute de dents, trouver la souveraineté de celui qui a surmonté la perte de tout règne, passer de l'épuisement au désarmement, être plus guelfe que gibelin, ne pas devenir un soldat de salon, agir contre le temps, donc sur le temps, danser à l'arrière-garde de l'avant-garde, etc. Savoir exploiter la victoire qui, selon Ardent du Pic, coûte plus cher au vainqueur qu'au vaincu,
car, dit-il, les meilleures jambes sont celles des fuyards. S'émerveiller de ce que chaque chose fasse cadeau d'une autre. La traversée nocturne de la 85e rue en taxi, défilé sombre entre les rochers de Central Park, du fait de l'épuisement des amortisseurs, conjugué au chaos de la chaussée, l'occasion d'une balade en carriole dans la lande écossaise. Le déversement du conteneur de recyclage du verre sur l'avenue le mercredi dans Paris, le chant et grelet d'un torrent de montagne, le démontage des étals du marché d'Anvers, l'écho sinistre d'un échafaud que l'on dresse. Un jour ensoleillé d'octobre, le spectacle du monde extérieur éclairé à la bougie. Le retable de Saint-Jean retenant la Vierge qui s'effondre de douleur, la vue d'un couple de danseurs ivres de plaisir. Se souvenir que le paradis est étymologiquement un jardin clos et qu'il est donc de bonne politique de privilégier les séjours dans les jardins entourés de murs. Constatez qu'en dépit de l'effondrement, nombre de choses demeurent apparemment inchangées. Remarquez que les vendeurs de cigarettes de contrebande du carrefour Barbès prononcent dans leur litanie commerciale destinée à appâter les clients Marlboro, signifiant involontairement par cette déformation verbale ou inconsciente trace de sincérité, que les cigarettes en question ne sont pas tout à fait les mêmes que les Marlboro officiels, mais laissant aussi espérer que cette imitation, comme le sosie de Belmondo dont parle le personnage d'un film de stage, serait finalement bien mieux que l'original. Hésitez sur les dernières paroles parmi les plus connues que l'on pourrait prononcer. Je me regrette déjà. En avant, par-delà les tombeaux. Je m'en vais ou je m'en vas, car l'un et l'autre se disent ou se dit. La farce est finie, tirez le rideau. Ne pas oublier quand on pleure un mort que Marie-Madeleine a pris le Christ pour un jardinier, raison pour laquelle, dans les tableaux représentant la scène, le Christ, bien qu'à moitié nu, s'appuie sur une pelle ou une bêche. Et donc avoir à l'esprit que, même si les morts revenaient, il supplierait très probablement de ne pas les approcher. Répétez, ne me touche pas. No li m'intengere. Don't touch me. Se déprendre. Laisser partir, sans pourtant devenir indifférent. Se prévenir de ces épreuves infligées à soi-même. Se demander sans pouvoir répondre si, dans les livres, le singulier vaut toujours mieux que le pluriel. Regretter d'avoir plus d'inclination et de talent pour déconseiller et désapprouver que pour conseiller et admettre. S'interroger dans un élan partiellement déclenché par un abus dentalgique sur les moyens de devenir philosophe, artiste ou saint. Faire la biographie de son âme et non celle de son caractère ou de son cerveau. Créer en soi un être susceptible de promettre, sachant qu'il faut se rendre capable de répondre de soi comme avenir. Comprendre que derrière le rideau, il n'y a rien à voir. Créer de l'histoire avec les détritus même de l'histoire. Moins maintenir le pseudo neuf que renouveler l'ancien. Faire apparaître l'imitation comme imitation et ainsi se débarrasser de ce qui est répété. Marcher en arrière et pourtant aller de l'avant. Noter ce que l'on écrit. Corinne, que j'ai observé et coudre, mais la musique que j'ai entendue jouer. Et donc que l'on n'accorde pas le participe passé lorsque l'action est subie. Mais toujours hésiter quand il s'agit d'appliquer la règle, sachant que la difficulté consiste à décider si une action est subie ou ne l'est pas. Refuser d'enfermer
la force de la procréation dans le carcan de la matrice. Ne plus humer ces odeurs de boudoir maternel, créer un nouvel organe en nous. Ne plus vouloir le monde et la parenthèse du monde. Se dérober à la faute comme à l'obéissance. Rechercher l'intelligence du présent, lever l'illusion descriptive, transformer la panoplie du sens commun. Se souvenir que l'écriture a servi durant fort longtemps à faire de la comptabilité et des recensements. Autrement dit, que l'écriture est ce qui permet de compter, d'écrire et de ne pas oublier. Traverser les genres, expulser les uns et déplacer les autres. En finir avec le privilège exorbitant du discursif. Résoudre ce résidu qui fournit un prétexte à notre vanité. Se déprendre d'un moi qui n'a pas de place entre le nous et le rien. Apprendre ce qui nous est propre comme ce qui nous est étranger. Surmonter le dégoût. Accueillir ce qui est opposé à sa nature. Ne pas manquer le grain du réel. Ne pas se résigner à l'aphasie des temps modernes. Échantillonner, décliner, réinventer, nommer et faire voir. N'être plus capable que des affections et amours de loin. Prévenir son entourage qu'on déteste les anniversaires surprises. Ne pas perdre définitivement l'habitude de conduire. Veiller dans la mesure du possible à ne plus faire de pocket calls. Tenir le coup, ne pas flancher. Better days will come, we will meet again, etc. S'éloigner de soi-même, ne pas pratiquer une pensée sans affect. Ne pas croire qu'on sait parce qu'on a vu. Retailler les habits d'hier pour aujourd'hui. Penser autrement qu'on ne pense. Percevoir autrement qu'on ne voit. Réinventer une manière d'écrire d'après la retraite de Russie. Soigner ses verbes. N'écrire aucun livre impassible. Ne rien oublier et tout apprendre. Inviter les revenants et les fantômes. Et avec eux, congédier la vie ancienne, la vie antérieure, la vie rêvée. Voilà. Voilà, je crois que ça marche. Merci évidemment à Mathieu, un immense merci à Mathieu Amalric pour cette formidable lecture. Merci à vous toutes et tous pour avoir bravé les difficultés de transport et être là avec nous ce soir. Merci évidemment à Pascal Monnier. Je voulais commencer par raconter, pour que vous le sachiez, un petit peu les circonstances de qui nous réunissent tous les trois ce soir, parce que ça parle du livre en fait. Il se trouve que je reçois Touché par la poste et à peine je le touche, je l'ouvre, je lis la première page, je suis complètement ébloui en tant que critique. Je me dis voilà des phrases qui tiennent chacune toute seule sur la page. L'ensemble consiste parfaitement. C'est un livre qu'on peut évidemment relire
Et là, la lecture évidemment de Mathieu Amalric me prouve en tout cas, même si je connais bien le livre, qu'on peut l'entendre encore 1000 fois de façon différente. C'est un livre où il y a toute une philosophie pour tous les jours, et en même temps un remède au sérieux à la fois. Et donc, je me dis, il faut absolument que j'écrive sur ce texte. Je fais très vite un article pour Libération. Et à peine j'ai envoyé l'article que je reçois un message de Mathieu Amalric qui me dit « Bonjour monsieur, je suis tombé amoureux d'un livre que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle Touché de Pascal Monnier. Et alors je vais le lire et il faudrait quelqu'un pour faire l'entretien. » Et donc c'était très amusant, évidemment, que cette épiphanie soit arrivée au même moment et qu'il y ait deux personnes comme ça qui tombent amoureux d'un même livre et décident de faire cette soirée. Donc on n'est pas réunis du tout par hasard. Alors, d'abord, oui, pour ne pas oublier, il y aura une signature et une brève rencontre avec Pascal Monnier à la librairie qui est en face de la Maison de la Poésie tout à l'heure, dans 30 minutes environ. Alors la première question, Pascal Monnier, qu'on se pose peut-être, puisqu'on connaît 3 livres de vous chez POL, et bon, il y en a d'autres, il y a des articles dans Vacarme, vous avez fait des traductions de John Ashbery aussi. Non, c'est lui qui m'a traduit. Et bon, alors vous avez travaillé en tout cas, vous avez travaillé en tout cas en binôme d'une certaine façon. On va dire ça. Est-ce qu'on peut replacer Touché dans votre œuvre, finalement, de dire par rapport à Bayard, par rapport à Aviso, qui sont vos précédents volumes chez POL, un peu comment ce livre se présente, comment vous l'avez accueilli? Ça ne s'arrange pas, les affaires Bayard, Aviso, Touché. Puisqu'il y a beaucoup d'écart entre ces livres, hein, Bayard 1995, Aviso 2004, bon, et puis chez d'autres éditeurs. J'avais cru remarquer aussi. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Oui, j'ai fait des très petits livres pendant très longtemps. Replacer... Non, mais oui, Bayard, c'était le premier livre qui a été publié par Paolo Tchaikovsky-Lawrence il y a fort longtemps. Mais c'était un livre qui était déjà travaillé par l'histoire et par le temps qui passe, et qui était une sorte d'adieu à la poésie. Un adieu précoce? De ma part. Oui. Oui, et voilà. Et puis... non, je sais pas répondre à cette question. Touché, c'est donc... La question était un petit peu sur votre rapport à la référence et à la littérature. D'une certaine façon, Bayard, c'est un texte qui est inspiré du Chevalier Bayard, donc de littérature mais qui est médiévale. Inspiré surtout du livre Le Loyal Serviteur, qui était un livre, le premier livre qui a été écrit sur Bayard. Je ne vais pas faire un exposé sur Bayard, parce que ça pourrait être un peu long, là. Et qui... En fait, Bayard, c'est un des personnages historiques, parce qu'il a quand même vraiment existé, qui a été le plus... Je crois que c'est quasiment avec Jeanne d'Arc, ce qui a suscité le plus de livres, d'opéras, d'opérettes, de bandes dessinées, de tout. Et donc, voilà, mais c'était un personnage qui a existé, dont j'avais fait une espèce de figure dans une tapisserie et à qui j'avais essayé de donner vie à travers 4 saisons, comme il y a souvent des 4 saisons de tapisserie. Mais oui, c'était déjà un livre qui reprenait non seulement un personnage ancien, mais un mode ancien qui est celui de l'épopée et de choses comme ça. Alors c'est peut-être à ça qu'on peut en venir sur votre écriture, ce référent ou se moquant aussi à la fois de genres, utilisant des genres anciens. Je ne sais pas si c'est de la moquerie, je ne crois pas. Enfin, se démarquant, en tout cas, oui. Ayant une forme d'affection ironique, peut-être, si on peut dire. Je vous laisserai nous dire ça plus précisément. Ici, on va retrouver, peut-être, il y a beaucoup de noms qui sont cités, qu'on connaît. Il y en a d'autres qu'on connaît moins, Saint-Cyran, Rancé, bon, qui ne sont pas inconnus non plus, Maître Écart, mais qui renvoient à une philosophie un peu médiévale, ou bien à ce qu'on appelle des exercices spirituels, puisque tous ces infinitifs visent, entre autres, à
vous donner ou à donner des prescriptions qui sont aussi, comme on l'a entendu, défaites, puisque bien sûr, on fait comme Léonard de Vinci, on se donne des ordres et contrairement à Léonard de Vinci, on ne les applique pas. Ouais. Est-ce que c'est un modèle pour écrire ce livre que vous aviez en tête finalement, cet exercice spirituel un petit peu de flagellation ou de remise en ordre, en forme, je ne sais pas, la litanie, il y a quelque chose dans le... Flagellation, j'espère pas quand même. Exercice spirituel, oui, mais en fait, moi je suis historienne au départ. Et je pensais pas... Je voudrais écrire des livres d'histoire, mais je suis pas... Enfin, c'est compliqué d'écrire des livres d'histoire, donc j'écris des livres de presque histoire. Et exercice spirituel, oui, parce que effectivement, je suis plutôt historienne, j'étais plutôt XVIIe-iste, et j'ai pas mal travaillé sur les jansénistes et Pascal et tout ça. Et voilà. Et puis évidemment, il y a tous les livres qu'on connaît, genre Marc Aurèle, genre, on va dire. Et qui sont, oui, toute la tradition stoïcienne, qui d'ailleurs est reprise au XVIIe, mais ce n'est pas, voilà, c'est pas en pensant... Il n'y a pas d'ironie là-dedans. Hein. Non, mais c'est pas en pensant à ce modèle-là, en tout cas, que vous avez... non, j'ai pas pensé. Je me suis pas dit je vais faire. C'est pas référencé. Salut Marc Aurèle. Moins que Bayard peut l'être par rapport au livre. Oui, non, bien sûr. Non, l'idée c'était. Enfin, il n'y avait pas d'idée d'ailleurs. C'était simplement que j'ai commencé. Effectivement, j'ai trouvé ça dans. Enfin, c'est très simple hein, dans les carnets de Léonard de Vinci. Il ne cesse de se donner des ordres et de se donner des consignes, et des consignes assez triviales et assez simples. Il faut qu'il fasse ses bagages, il ne faut pas qu'il oublie ça. Et puis au milieu des choses extrêmement prosaïques et simples, il y a évidemment comprendre, enfin c'est un peu du genre comprendre le fonctionnement parce qu'il était très obsédé par les fleuves et les débordements, ce qui était une question importante à l'époque apparemment à Florence, mais aussi, enfin c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque faire la Joconde quoi, c'est-à-dire c'est des listes improbables. Et donc je sais pas, j'ai retrouvé ce que chacun d'entre nous fait très couramment. C'est de ne cesser de se parler à soi-même et de ne cesser de s'adresser, non pas des injonctions, mais des prières, des souhaits. C'est pas des ordres. L'infinitif, c'est pas la forme d'un ordre. Je l'ai déjà dit et j'y tiens. Alors, on peut le redire quand même, effectivement. Ouais. On est marqué, enfin moi en tout cas, j'étais marqué en écoutant Mathieu Amalric dire le texte par le fait que l'infinitif était moins sonore, d'une certaine façon, s'entendait moins que quand on lit le livre sur le papier. Mais en tout cas, bon, si on ne l'a pas remarqué, tout est écrit entièrement à l'infinitif, un infinitif qui a plusieurs valeurs. Bon, la plus évidente, c'est celle de la prescription, entre guillemets, manifester courtoisie, amabilité, retenue, par exemple. Et puis, évidemment, dès qu'on a des verbes du genre se représenter, se rendre compte, etc., là, on n'est plus dans la prescription, mais plutôt dans une sorte de constat éventuellement désabusé. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire de ces valeurs de l'infinitif. Mais oui, sans faire de grammaire, dans lequel je suis très nulle d'ailleurs. L'infinitif, c'est assez simple, hein, ça contient le mot infini. Et c'est assez paradoxal qu'un temps et qu'une conjugaison contiennent en soi justement l'absence de temps, enfin en tout cas de temps comme les autres temps, qui sont toujours à vous situer dans quelque chose, du moins dans le français, parce qu'il y a plein de langues où ça ne fonctionne pas comme ça, je crois. Mais le français est assez rigide avec ça. Et l'infinitif, ça contient l'infini, mais ça contient aussi la non-conjugaison. Il n'y a pas de sujet. C'est un verbe qui se prête absolument à tout. Il devient performatif, il devient affirmatif, il devient négatif. Et donc, il me permettait de... Je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas décidé, mais très vite, on se rend compte que c'est la forme, oui, de conjugaison qui conjugue le plus de... qui, justement, ne se rapporte pas à un sujet, se rapporte à tous les sujets et
évidemment, quand on écrit quelque chose, on a envie de sortir du jeu, en tout cas, il me semble. Et donc, c'est le verbe idéal pour ça, enfin, c'est le mode idéal pour ça. Parce que il n'y a pas besoin de sujet et il n'y a pas besoin de se fixer dans aucune temporalité précise. Mais ce qui est très, très étonnant, et j'ai évidemment magnifiquement entendu dans ce que Mathieu a lu, parce qu'il l'a lu avec tellement de... Mais j'ai été même étonnée, parce qu'il a su le faire, de voir à quel point dans l'infinitif, il y a l'infini du verbe. Ça contient absolument ça. Ça contient le projet, ça contient le souhait, ça contient l'ordre à soi-même, ça contient vraiment beaucoup de choses. Et finalement, ce n'était pas un si mauvais choix, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce que Mathieu m'a fait entendre. Et ça permettait aussi de ne pas avoir je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais enfin que les adjectifs ne soient pas... n'aient pas besoin d'être... Il n'y a pas besoin aussi d'accord. L'accord et la conjugaison, c'est ce que détestent tous les gens qui apprennent l'orthographe. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est aussi une imitation assez grande du déploiement de soi-même et de la façon dont on peut s'inscrire avec la langue dans le quotidien. Alors c'est peut-être ce qui... D'ailleurs, pardon, excuse. Je vous en prie. Je crois que énormément de slogans de mai 68 étaient à l'infinitif. Parce que c'est la forme la plus... non pas injonctive, justement, c'est exactement le contraire, c'est la forme du désir. C'est justement dans cette forme du désir et dans sa fluidité, c'est ce qui permet peut-être aussi l'infinitif que, si l'on lit et relit, puisque ce livre se relit, je pense. Cool. Non, écoutez, ça vaut le coup. Hein, pour 13 €, 64 pages, vous en avez pour toute la vie. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Ce qui permet, bon, quand je parlais d'ironie ou d'autoflagellation, ce système à deux temps ou moteur contrarié, puisque si on lit bien, il y a beaucoup de choses contradictoires qui sont indiquées à l'infinitif. Mais en réalité, puisque ce temps est infini, elles sont plus contradictoires. Elles se résolvent d'une certaine façon, peut-être. Je ne sais pas si elles se résolvent, mais c'est... bon, il y avait aussi quand même un peu absolument une petite fantaisie sur les manuels de développement qui sont un peu pénibles aujourd'hui. Et, cette jonction au bien-être, au bonheur, à la résolution de tous les problèmes. Tout se répare, we need to talk, et en 2 secondes, tout va aller mieux. Bon, qui est un petit peu... enfin, qui, moi, m'angoisse, un peu me stresse. Bon, il y a pas mal de choses qui me stressent, mais ça, particulièrement, de savoir que, bon, téléphoner à machin, ça va aller. Bon, ça. Bon, ok. Et donc, il y avait évidemment... enfin, il y avait évidemment cette chose-là, parce que je me suis rendu compte moi-même, c'est un livre de rééducation, puisque, bon, blablabla, je m'étais cassé pas mal de choses... Et donc j'étais en rééducation de manière générale. Bon, et je me suis dit, c'est le moment, et guys. Et voilà. Et donc, je sais plus. Oui. Sur les contradictions, mais mais bien évidemment, enfin, c'est justement ça, ce que nous savons tous, c'est que c'est pas si facile que ça. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il en est de l'inscription profonde? Enfin, parce que tout le monde croit toujours qu'il y a des origines, et c'est ça qui est un peu gênant. Non, c'est pas le trauma, dire « Ah ouais, il est éclairci, tout va bien ». Non, c'est ce que j'essaie maladroitement peut-être de dire, c'est que les choses sont tellement illisibles, fortuites, que se changer soi-même est sans doute la chose que nous désirons tous le plus, parce qu'on a tous envie d'être mieux que nous sommes, enfin en tout cas moi. Mais que c'est
c'est une aventure extrêmement difficile. Et une aventure, si on en juge par les rires de la salle pendant la lecture, qui est quand même parfois comique, enfin drôle. Il y a un moment, je ne me rappelais pas, j'entends Mathieu Amalric dire entomologiste de soi-même. Ouais. C'est qu'effectivement, pour se déprendre de l'entomologie de soi-même, on est obligé d'être entomologiste de soi-même. Et ça, c'est une des vix comica du livre, c'est-à-dire qu'en effet, la personne, enfin, il n'y a pas de personne qui parle, mais disons, cette narration essaie à la fois de s'observer et de se déprendre de sa propre observation en permanence. Oui, c'est peut-être le côté un peu janséniste, qu'effectivement, on est supposé un petit peu se débarrasser de soi-même. Et puis, bon, à un certain âge, c'est plutôt une bonne affaire de se débarrasser de soi-même. Mais... oui, bah, il n'y a pas lieu non plus d'en faire un drame permanent. Hein. C'est pas la Traviata non plus. Non, et Alors, et Mathieu a fumé une bouffée, je peux le faire. oui, bien sûr. Parce qu'il a demandé la permission. Alors, il faut que ça soit de la fiction. C'est ça qui est génial dans la vie. Si on filme que c'est dans la fiction... Est-ce qu'on peut boire le verre de vin aussi? Oui, tu peux. Alors, ça, c'est un très, très beau concept. On peut fumer si c'est dans la fiction. C'est-à-dire que c'est sur une scène, vous jouez, vous avez le droit de fumer. Mais on n'a pas le droit de fumer si c'est du vrai. Donc là, c'est possible pas du de vrai. lire une phrase pour faire en sorte que ça soit de la fiction. C'est mieux que l'autofiction, c'est le plus que fiction, on fume quand c'est de la fiction. Donc une autrice, effectivement, sur une scène, va fumer, fumerait. Mais très peu, on a droit à 3 bouffées. Faut pas déclencher les trucs. Penser à fumer une cigarette ou fumer une cigarette? Là, c'est fumer, hein. Là, il n'y a plus de pensée. Merci Mathieu. J'espère qu'il n'a pas le Covid, Mathieu Amalric. Non, il n'a pas le Covid. Bon, alors il n'y a pas de quoi en faire un drame, et comme l'a bien montré Mathieu Amalric, c'est un peu triste des fois quand même. J'ouvre au hasard de tout ce que j'ai coché quand je l'ai lu. Renoncer une fois pour toutes à espérer vivre dans les tableaux et les livres. Alors ça, c'est une préoccupation d'artiste. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même aussi un livre on parlait de coaching et d'auto-formation, mais je l'éteigne. Un peu pour artiste quand même, parce qu'il y a la mauvaise honte de l'intellectuel, j'ai l'impression, qui revient assez souvent. Je ne suis pas une intellectuelle du tout, moi. Bon, alors des gens qui créent, qui ne sont pas forcément des créateurs ou des créatrices, qui ne sont pas forcément des intellectuels. Non, c'est pas ça. Non, je ne crois pas que c'était ça. C'était simplement que tous les gens, tous, pas les livres, mais même un enfant qui lit une bande dessinée ou qui regarde un jeu vidéo ou qui regarde un truc, et il a envie d'être dedans, plus que dans la vie, non? Enfin, en tout cas pendant qu'il le voit et les 5 minutes après, si ça a été bien. Et on est pareil, on voit des tableaux, on voit la tapisserie de la Dame à la licorne, on a envie d'être dedans plutôt que d'être sur le boulevard Saint-Michel, non? Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis, je sais pas, on lit des livres, on lit Guerre et Paix, on lit, ou d'autres livres, et on a envie d'être dedans. Je crois qu'il y a et il y a un moment, il faut arrêter d'être dedans. Je crois qu'il y a des gens qui pensent que c'est une approche artiste, en fait, des œuvres, de vouloir être dedans, et que la plupart des gens ne veulent pas être dedans. Ah, je sais pas, j'ai connu pas mal d'enfants qui, quand même, après avoir vu des films de western et des trucs, étaient avec des machins, et c'est aussi simple que ça. Hein. D'ailleurs, cet enfant formidable qui n'a pas la fierté de résister à sa mère et qui se met à baver. Ouais. Non, c'est une petite fille, elle a existé. Vous pouvez nous en parler? Non, je la connais pas plus que ça. Hein. Mais elle était vraiment très attendrissante, et puis après, elle a été un peu énervante. Mais bon, comme nous tous.
C'est en ce sens que je disais qu'il y avait tout à peu près, une philosophie pour tout dans votre livre, dans cette liste. Je reviens parce que quand même sur les artistes ou la figure de l'artiste et du créateur, de la créatrice dans le livre. Et vous avez parlé tout à l'heure de Bayard, personnage de tapisserie. Là, ça revient avec la tortue de Des Esseintes, qui est, et si j'ai bien entendu, bien compris. Mais c'est vrai, hein, dans le livre, je me souviens. C'est un peu une métaphore de l'artiste, c'est-à-dire vous vivez, l'artiste peut se vivre comme une espèce de tortue décorative qui anime un tapis persan. Ouais. Oui, c'est vrai que parfois je pense que c'est comme ça qu'on se ressent les choses. Oui, mais c'est aussi quand même. Enfin, c'est un mauvais livre déjà, mais... Celui de Huysmans ? Ouais, un peu, non. Mais, enfin, c'est très, très beaucoup là-dedans. Mais oui, bah, on s'est sentis toujours tous un peu... Enfin, il n'y a pas que les artistes qui se sentent inutiles. Aujourd'hui, je crois qu'il y a pas mal de gens qui en ont marre de se sentir inutiles. Et même, ils ont protesté. Ils aimeraient bien que... Se sentir inutile, c'est... Bah, on a tous envie d'être utile et que les autres le reconnaissent. Donc parfois on se sent effectivement... Enfin là c'est les bons jours hein, qu'on se sent à décorer un tapis persan. Et les mauvais ? Je sais pas. Les mauvais... Non, oui, non mais... Alors passons à une autre question qui intrigue tous les lecteurs et les lectrices. C'est une liste, mais alors, en écoutant Mathieu, on a l'impression qu'il y a un mouvement, qu'il y a vraiment une sorte de plan, mais qu'on n'arrive absolument pas à saisir. On entend bien des retours, les taxis, les violons, par exemple, comme des motifs musicaux, et on a l'impression qu'il y a une progression tout de même vers une sorte de résolution, se déprendre de soi, et quelque chose qui de plus en plus vient. Comment est-ce que vous avez composé, alors j'ai envie de dire... organiser techniquement ce texte, si c'est pas une question indiscrète. Oh non, il n'y a rien d'indiscret. C'est simplement, enfin j'espère que... Parce que c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit finalement tu as eu raison, alors que c'est pas du tout moi, c'est Anthony, je crois, de la maison d'édition qui l'a fait comme ça, Anthony Delbecq. Il n'y a pas de ligne qui sépare les fragments. Et en fait, et c'est pas des fragments. Et j'y avais pas pensé. Et la plupart du temps, les livres de maximes, d'aphorismes, de machins, de choses, il y a des lignes qui séparent. Et justement, ça fait en sorte d'isoler à chaque fois la chose et de la rendre un petit peu, alors pour le coup, le mot que j'aime pas, j'aime bien l'infinitif, mais de la rendre soi-disant définitive, comme si elle était déjà là pour être extraite de l'ensemble et comme si elle était déjà là pour être citée ou quelque chose comme ça. Et là, d'une certaine manière, ça a créé un flux. Et c'est simplement, ça commence de manière un peu futile et un peu... l'ennui, le désœuvrement, qui a été aussi, soyons honnêtes, le mien. C'est pas c'est pas la grosse révélation du siècle. Hein. J'ai eu des fractures, j'ai été 2 mois au lit et tout ça. Et le désœuvrement est assez considérable dans ces cas-là. Et enfin, même si je faisais des choses, mais notamment de la rééducation avec des kinés. Et en fait, c'est quand même de faire en sorte que le temps passe, parce que c'est quand même une des questions... enfin, c'est pas la révélation du jour, hein, que notre relation au temps est une chose importante dans nos vies. Et le temps passe et que quelque chose avance et qu'une évolution se fait, même s'il n'y a aucune résolution à la fin et qu'il n'y a pas, ah oui, ça y est, j'ai tout compris dans la vie, je suis devenu... N'empêche qu'il y a quelque chose, j'espère en tout cas, qui fait qu'on est enfin capable, comme c'est dit, de congédier la vie ancienne. C'était ça le but. Donc c'est filmé, monté, quoi. Oui, j'espère que c'est monté, oui. Oui, j'espère qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas eu un montage ultérieur très important des...
Si, enfin, oui, enfin, Je sais pas. j'ai quand même un peu regardé comment ça marchait, mais c'était ça l'idée, c'était que il se passe quelque chose quand même qui est paradoxalement dans un texte à l'infinitif, un début, non pas un début, une fin, mais il y a l'idée d'un mouvement, d'un geste, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Encore une fois, c'est d'essayer de ne pas être dans la temporalité, mais d'être... Qu'est-ce qui se passe quand on agit, quand on est dans le geste? On y pense beaucoup quand on ne peut plus faire de gestes. Mais de gestes de manière générale. Et Bayard, c'était une chanson de geste déjà. C'est quoi le geste? Est-ce que... C'est pas très clair ce que je dis. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, non, je sais pas. Moi, ça me paraît bien, mais Cool. pas c'est poétique, non. Est-ce que dans l'aspect qui peut être perçu, je prends des précautions, vous voyez, qui peut être perçu comme cocasse du livre, il n'y a pas un exercice sceptique tous azimuts vis-à-vis des lectures, hein, parce que ça fait partie aussi bien de l'eschatologie publicitaire que de la relecture de Deleuze et de son ermite. Non, je mets pas les deux choses sur le même niveau. Hein. Ah ben, c'est ma question. Non, non, je prends pas les messages du BF. Je fais et Deleuze, vraiment pas. Malheureusement, je lis beaucoup plus les annonces du BHV que Deleuze, tout simplement parce que j'en suis un peu assaillie comme tout le monde dans ma boîte aux lettres. Mais non, je mets pas du tout ça. Il y a aucun, comment dire, il y a aucune. J'espère que c'est un peu drôle et ironique, mais en tout cas, il n'y a pas de. C'est plutôt du scepticisme, il me semblait. C'est-à-dire, vous reconsidérez des choses connues en disant ah oui, c'est vrai. Tout d'un coup, ça revit, ça réenclenche l'écriture. Parce que moi, je pense pas que j'écris toute seule, et heureusement d'ailleurs. Déjà que je fais des très petits livres, s'il n'y avait pas l'aide des copains, je serais carrément ça. Mais non, je respecte totalement ces textes. Je ne crois pas qu'il y ait une seule citation ironique, même pas celle de Bismarck et même pas celle d'une cocotte. Non, mais la citation, pour moi, c'est pas du tout ironique. C'est vraiment vu sous un jour neuf, comme si vous la redécouvriez, il me semble. Enfin, comme si la voix qui parle redécouvrait à chaque fois ce texte connu et se disait ah oui, mais là il y a une idée que tout en connaissant la citation, etc. J'avais pas vu, ou en tout cas réussi à faire entendre quelque chose. Ouais, mais c'est comme Marlboro. C'est-à-dire c'est l'imitation, la répétition et n'est pas mieux, mais elle est une célébration de ce qui a déjà été fait. Et elle est une façon, de répéter les choses, les citer. C'est ce qu'on fait tous. Moi, je le dis peut-être, je le fais beaucoup, mais bon, mais c'est plutôt, alors tout simplement un hommage parfois. Puis je trouve que Ardent Dupic a raison, hein, les jambes des fuyards sont les meilleures. Enfin, il y a plein de citations que je trouve absolument justes. Mais c'est plutôt un hommage, c'est plutôt une répétition pour que les choses, c'est renouveler l'ancien, c'est ça, c'est ne cesser de refonder les choses et de les rendre vivantes. Et il y a même des citations qui ne sont pas citées, mais qui sont celles d'amis et d'entourage. Anne Portugal, je crois, s'est reconnue dans une. Qui est là. Oui, qui est là. Tout à l'heure, quand on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire faire l'interview avant, en se préparant, on a parlé de Memento Mori, qui est une des thématiques du livre. Et alors, on peut se dire qu'accolé à la question de la répétition, est-ce que c'est une répétition générale Mais en tout cas, comment vous abordez ce thème de façon, je trouve, accessible à quel que soit l'âge qu'on ait. Somme toute, vous en faites une préoccupation très légitime de se mourir. Je crois que c'est des questions que tout le monde peut se poser, quel que soit, oui. l'âge. Et la façon dont vous faites des propositions peut aider, même si on n'est pas dans le coaching.
C'est une question vraiment difficile. Ben oui, Vous avez parlé d'action tout à l'heure, finalement, et c'est un peu la la conclusion du livre. C'est la même chose que les citations. On a tous, on va tous mourir, mais on a aussi tous des deuils et on doit se souvenir quand même. C'est comme les citations, on doit leur rendre hommage, on doit se souvenir. Enfin, on doit. Le mot devoir est idiot. Oui, on doit enfin, il est bien de s'en souvenir. C'est mieux qu'il doit. Et je me souviens évidemment des miens, mais je me souviens des autres et chacun. Oui, enfin. Et en ouvrant la dernière page, je lis « Ne rien oublier et tout apprendre ». Ce qui est le... Oui, ne rien... C'est pas seulement ce c'est quand même... C'est pas un passé, ce souvenir. Non, ne rien oublier, ça n'empêche pas de s'ouvrir à une vie nouvelle et de congédier la vie ancienne. C'est justement quand on parvient à ne rien oublier et à tout apprendre que peut-être on peut congédier la vie ancienne. Enfin, j'en sais rien, j'espère. Peut-être que c'est le mot des 30 minutes qui nous sont impartis, de la fin. Indeed, thank you for your time. Voilà, vous pouvez retrouver Pascale Monnier donc à la librairie, en face de la Maison de la Poésie, tout de suite.